Et on continue de parler de cette actualité au Proche-Orient avec Daniel Gerlach, directeur général de la Candid Foundation à Berlin, expert donc du Proche-Orient. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Ce soir, la Candid Foundation est en train de mettre en place un projet financé par l'Union européenne, une plateforme de dialogue entre Européens, Israéliens et Palestiniens. Quel est son objectif en 2 mots ? Alors l'objectif, c'est de comprendre, d'étudier un peu les priorités des États membres de l'Union européenne, parce que c'est quand même assez intriguant que chaque pays européen a ses propres priorités, ses propres sensibilités vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient. Et ainsi, avec sa division, l'Europe se prive, je pense, d'une force énorme de pouvoir agir ensemble, mais il faut d'abord identifier des priorités, et c'est pour ça qu'on met ensemble des experts israéliens, palestiniens, des militants pour la paix, mais aussi des gens qui viennent vraiment du centre de leur société, avec ce qu'on appelle les opinion leaders, des spécialistes européens. Et on a mis un débat trilatéral entre les parties. Et est-ce que l'idée, c'est de mettre en place une politique européenne commune ? Vous pensez que l'Europe a un rôle à jouer dans le processus de paix au Moyen-Orient ? Énormément. Et il y a un potentiel pour l'Europe. Donc, évidemment, il y a la présomption que l'Europe est absente. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une chef de la diplomatie européenne, mais elle n'a pas la stature des différents chefs de la diplomatie de chacun des pays. C'est vrai. Et vous voyez, moi, en tant qu'Allemand, spécialiste du Moyen-Orient, en Outre-Rhin, pour moi, la politique française est un peu nébuleuse, mais en même temps, il faut féliciter, je pense, le président Macron d'avoir pris les rênes un peu. Il a vu qu'apparemment, il y a une stagnation du rôle des Européens au Moyen-Orient, et je pense qu'il y a un rôle à jouer. On en parle énormément. Avec la reconnaissance de l'État palestinien, avec l'Arabie Saoudite, ça, c'était une vraie étape. Voilà, non seulement ça, on voit très bien qu'il y a l'écriture française aussi dans le processus qui est en train de se dérouler actuellement. Mais je pense, là, Donald Trump, il a pris la tête, mais je pense que maintenant, les Européens, ils doivent suivre dans la stabilisation de la situation. Et il ne faut pas oublier que l'Europe n'est non seulement le partenaire principal économique d'Israël, mais aussi potentiellement d'un État palestinien. Donc, on a un rôle à jouer. Est-ce qu'il devrait y avoir un rôle dans le processus de paix, par exemple, dans cette force de stabilisation prévue qui devrait être constituée de troupes, on dit arabes, turcs, sauf que Israël, bon, a priori, on ne sait pas s'ils vont accepter des troupes turques. Est-ce qu'il pourrait y avoir des troupes françaises, des troupes allemandes ? Alors militairement, je pense franchement, les Européens ils sont très occupés en Ukraine et aussi les propos par rapport à la présence de troupes européennes en Ukraine ont entamer des polémiques. Donc je ne pense pas là-dedans. Je pense que militairement, la force de sécurité, de stabiliser la bande de Gaza, ça peut être assuré par des États arabes. Mais je pense au-delà du financement, en ce moment on parle beaucoup de Gaza évidemment. Mais j'ai aussi l'impression que le président Trump, il fait un peu, il déflète un peu l'attention de la bande de Gaza à la question palestinienne principale, ce qui est aussi la Cisjordanie. Et la création de l'État palestinien n'aura pas seulement lieu à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. On a l'impression qu'on y est loin, on en est loin encore, parce qu'on est dans cette première phase. Bien sûr. C'est le feu. Il est fragile, d'après vous, il va tenir déjà rien que cette première phase ? Oui, très fragile. Et vous voyez, moi je me suis entretenu la semaine dernière avec des gens qui sont directement impliqués dans les négociations. Et moi, j'ai l'impression que même eux, ils ne voient pas la deuxième et troisième phase arriver. Donc, ils ont des idées plutôt floues sur comment mettre en œuvre tout ça. Et c'est pour ça qu'il est important que maintenant l'Europe s'engage, parce que avec les Arabes et avec les Européens, je pense que les Américains, ils peuvent vraiment mettre en œuvre quelque chose. Mais en absence, en attendant que les Américains ou les Arabes ou les Israéliens s'en occupent, je pense qu'on ne va pas y arriver. Pour les Européens, ça serait par exemple une participation financière à la reconstruction de Gaza, parce que là on parle beaucoup des financements des pays du Golfe. Enfin en tout cas c'est ce que dit Trump. Bien sûr, le financement c'est une chose, mais ce n'est pas la seule. Je pense que ça doit venir... Sur la gouvernance, par exemple, ça doit venir avec un processus politique. Et évidemment, ce n'est pas non seulement l'aide financière des Européens. Je pense vraiment, si on trouve un accord avec Israël et avec l'État palestinien, un accord politique qui va au-delà du financement, mais je pense aussi qu'il faut conditionner. On ne peut pas dire... même en Allemagne, l'Allemagne est prête à financer beaucoup, mais je pense que l'Allemagne n'est pas prête à donner de l'argent inconditionnel pour une reconstruction, pour attendre peut-être dans 5-6 ans, ce qu'on a construit, ce qu'on a financé va être détruit dans une prochaine guerre. Donc c'est pour ça le processus politique il est important. Alors le problème c'est comment obtenir le désarmement du Hamas, parce que ça c'est un peu la prochaine étape. On a vu qu'ils réglaient déjà leur compte avec d'autres factions, il y a ça, et puis il y a la question de la sécurité d'Israël qui va être aussi au centre de cette seconde phase, et on ne voit pas très bien comment ça peut avancer.
Avec sûr, une pression internationale? Bien sûr, une pression internationale. Ce qui est intéressant, il y a une dynamique à l'Union européenne, déclenchée par la France, mais pas seulement. Mais depuis Trump a annoncé ce plan de la paix, on n'en parle plus. On ne parle plus de sanctions, on ne parle plus de pression, on ne parle plus d'une nouvelle dynamique. Et je pense que c'est important de tenir l'attention sur ce sujet. La sécurité d'Israël est très importante, aussi importante pour les États membres de l'Union européenne, mais l'autodétermination, la liberté et la nation palestinienne ne peut pas uniquement dépendre des intérêts sécuritaires de l'État d'Israël. Et là, pour créer de la confiance, mais trouver aussi un cadre durable, je pense que ça, c'est un rôle très important pour la France, l'Allemagne et les États membres de l'Union européenne. Pour faire avancer cette gouvernance. Parce que pour l'instant, d'après le plan Trump, c'est pendant plusieurs années, il y aura ce comité constitué de technocrates palestiniens. Oui. Il n'y a pas plus de détails, sous la direction de Tony Blair. Bon, donc ça reste aussi. Avant que, c'est ce que dit le plan, l'autorité palestinienne soit réformée. Donc est-ce que dans cette réforme de l'autorité palestinienne, il y aura un rôle de coopération de l'Europe, ou est-ce que c'est totalement une question très forte, je pense, parce qu'on fait confiance aux Européens, pas toujours à leur efficacité, mais je pense à leur volonté de jouer un rôle. Et vous voyez, je pense du côté palestinien. Du côté palestinien, bien sûr, le plan de Trump, il ne parle pas d'un État palestinien. Il parle de manière très vague de créer des conditions pour un État palestinien. Mais c'est pour ça la reconnaissance d'un État, je pense, élémentaire, parce que qu'est-ce que vous voulez réformer? Si vous avez une autorité palestinienne qui n'a pas un cadre étatique, c'est quoi exactement? C'est une ONG ou c'est une association? On parle de quoi exactement? Pour organiser des élections, pour donner une légitimité à cette autorité palestinienne qui doit énormément se réformer. Je pense le cadre de l'État palestinien important, et je pense ça aussi, c'est une leçon des négociations de Oslo, où il y a 30 ans, on a commencé à créer de la confiance, à créer des institutions, mais on n'avait pas la vision, et surtout, on n'a pas eu la condition que l'État palestinien va naître un jour. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec le chancelier Merz, les choses changent dans la relation entre l'Allemagne et cette région du monde? Alors, il y a un fort débat en Allemagne aussi sur ce qu'on appelle la Staatsräson, la raison d'État d'Allemagne. C'est l'idée qu'il faut que la culpabilité et les relations historiques, les responsabilités historiques de l'Allemagne vis-à-vis d'Israël éclipsent toute autre considération, compris le droit international. Il y a une polémique, il y a un débat là-dessus. Je pense que le chancelier Merz, il a changé un peu l'accent. Il n'a pas changé la politique, les bases de sa politique. Mais c'est pour ça, justement, l'Europe, c'est une opportunité pour lui. Parce que personne ne demande aux Allemands de se mettre à la tête d'une nouvelle politique moyenne-orientale. Mais l'Allemagne peut soutenir une initiative collective des États membres européens, par exemple avec la France. Et si j'ose dire, se cacher un peu aussi derrière le projet européen, puisqu'il lui donne beaucoup plus de légitimité. Et je pense que ça serait une vision. C'est un peu dommage que l'Allemagne s'est privée aussi de ce potentiel d'agir avec d'autres pays européens, et même occidentaux, si on regarde la Grande-Bretagne, par exemple. Donc il faudrait qu'elle le fasse aujourd'hui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Daniel Gerhardt, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Donc, directeur général de Candid Foundation à Berlin et expert également du Proche-Orient. À bientôt, si vous passez à Paris. Merci.